Début décembre 1870, la situation est très mauvaise pour les armées françaises. Début septembre, l'empereur Napoléon III a été fait prisonnier par les Prussiens après la défaite de Sedan. À l'annonce de la capitulation de l'empereur, les républicains se sont emparés du pouvoir. Un gouvernement de défense nationale a été formé avec pour but de continuer la lutte contre la coalition germanique. Cependant, toutes les meilleures unités dont disposait l'armée française avaient été battues ou étaient assiégées, comme l'armée du général Bazaine à Metz. Le gouvernement décida donc, pour compenser le manque de soldats, de lever en masse des régiments de garde mobiles. Ceux-ci étaient composés d'hommes pour la plupart sans instruction militaire et disposant d'un équipement hétéroclite, souvent médiocre. À ces nouvelles troupes s'ajoutaient les restes de l'armée impériale et des groupes de francs-tireurs. En face d'eux, les armées de la coalition allemande étaient bien équipées, extrêmement bien organisées et disciplinées. De plus, elles avaient eu le temps de s'aguerrir face aux meilleures unités de l'armée française. Mais surtout, l'armée prussienne disposait d'un excellent commandement supérieur, là où le haut commandement français s'était révélé, sauf à de quelques exceptions près, d'une grande médiocrité. Comme cela était prévisible, les nouvelles armées françaises ne purent s'opposer efficacement à l'avancée allemande. L'armée de la Loire du général Dorel de Paladine, après quelques succès initiaux, est forcée de battre en retraite. Divisée en deux par l'ennemi au niveau d'Orléans, la seconde armée de la Loire, commandée par le général Chanzy, retraite vers l'ouest, aussi bien qu'elle le peut. La 25e division du 9e corps allemand, sous les ordres du prince Louis de Hesse, est chargée de poursuivre l'aile droite de l'armée de Chanzy, qui retraite le long de la Loire en direction de Tours. Dans la nuit du 8 décembre, le prince reçoit l'ordre de presser son mouvement sur Blois. Pour ce faire, les troupes hessoises doivent s'emparer de Chambord. Le domaine de Chambord avait été offert en 1821 à l'aide d'une souscription nationale à Henri d'Artois, petit-fils du roi Charles X et dernier héritier de la branche des Bourbons. En août 1870, le comte de Chambord a mis son château à disposition de la Croix-Rouge afin d'y créer une ambulance. À l'approche des troupes allemandes, 4700 créneaux avaient été percés dans l'enceinte du parc pour s'en servir de position défensive. Le général Chanzy avait placé à la droite de son dispositif, pour défendre la rive sud de la Loire, la 3e division du 16e corps, commandée par le général Morandi. Le 8 décembre, la 1re brigade de la 3e division, composée des mobiles de la Charente inférieure et du 36e régiment de marche, est envoyée prendre position dans le parc de Chambord. Le 9 décembre au soir, la 2e brigade, composée des mobiles de la Haute-Vienne et du 40e régiment de marche, vient rejoindre la 1re brigade dans le parc. C'est alors que les Hessois, qui ont lancé depuis le matin leur offensive, tombent sur les troupes françaises qui, surprises, se débandent et s'enfuient. Les Hessois font plusieurs centaines de prisonniers et capturent plusieurs pièces d'artillerie. Dans son livre sur la guerre, le maréchal von Moltke, qui était alors le chef du grand état-major général de l'armée prussienne, écrit au sujet de cette affaire « 50 hommes d'un bataillon hessois enlevèrent le château de Chambord, qui avait été mis en état de défense. Ils y firent 200 prisonniers et s'emparèrent de 12 caissons et de leurs attelages. » Pour expliquer sa déroute, le général Morandi, dans son rapport, accuse les francs-tireurs de ne pas avoir joué leur rôle d'avant-garde et les Allemands d'avoir eu des forces très supérieures aux siennes. Les forces qui nous ont attaqués sont évaluées à 15 000 hommes et 18 canons. On est très loin des 50 hommes d'un bataillon hessois cité par von Moltke. Que s'est-il vraiment passé à Chambord le 9 décembre 1870 ? Plusieurs ouvrages publiés après-guerre, par des témoins directs des événements, permettent d'apporter une réponse claire à cette question. Le général Morandi a bien envoyé le 8 sa 1re brigade défendre le parc de Chambord. Mais, le 9 décembre au matin, lorsqu'il apprend l'attaque allemande vers Blois, défendue par la 2e division du général Barry, il donne l'ordre à la 1re brigade de revenir sur Blois. Cet ordre est contraire à celui qu'il avait reçu le 7 décembre du général Chanzy de défendre la rive gauche de la Loire et le parc de Chambord. La 1re brigade ne reçoit l'ordre du général Morandi que vers 11h30. Au même moment, le général Chanzy, prévenu de cet ordre, l'invalide et maintient celui de défendre coûte que coûte le parc de Chambord. Le général Morandi
se porte alors dans l'après-midi avec sa 2e brigade sur Chambord, qui est en train d'être évacuée par la 1re brigade qui n'a pas encore reçu le contre-ordre de se maintenir sur ses positions. De sorte que les 2 brigades de la même division exécutaient simultanément un même mouvement en sens inverse. Pendant ce temps-là, les Hessois s'approchent du parc qui n'est plus gardé. En effet, les francs-tireurs de Paris, qui servaient d'avant-garde, l'évacuent dans le sillage de la 1re brigade. Finalement, le 9 au soir, les 2 brigades reviennent s'installer dans le parc, qui est déjà en possession de l'ennemi. La panique et l'obscurité feront le reste. Le responsable de cette déroute semble bien être le général Morandi, plutôt que les francs-tireurs ou l'hypothétique supériorité numérique des Allemands. Les ordres donnés par le général durant la journée du 9 sont incohérents. Il donne l'ordre au matin d'évacuer Chambord, alors même que le parc constitue une position défensive, capable d'arrêter au minimum pendant quelques heures l'offensive allemande. Il donne ensuite l'ordre à sa 2e brigade de se porter sur Chambord, alors qu'il sait que les Allemands y seront d'un instant à l'autre, que ses hommes n'auront plus l'avantage des positions défensives, et que l'obscurité rendra difficile toute localisation de l'ennemi. L'affaire de Chambord est donc à inscrire sur la longue liste des exemples de l'incompétence du haut commandement français durant la guerre franco-prussienne de 1870-71.